All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le Citizen of the Stars de lundi a été pauvre en informations comme trop souvent, mais on a quand même pu voir un truc cool à la fin. Après la présentation du langage Xi'an à la CitizenCon, un membre de la communauté s'est mis à développer un petit traducteur à la Google Translate. On sait déjà que l'apprentissage des langues aliens dans Star Citizen pourra servir dans le cadre de missions, donc s'il continue de maintenir ce projet, ça pourra être utile. Le lore post de mardi nous a parlé de l'évolution de la crise qui se déroule sur Centauri 2. Cette planète, dont le climat est déjà aride, subit une grave sécheresse depuis 7 ans, à tel point que l'atmosphère, en théorie respirable, est tellement sèche que sortir sans protection cause gerçures, irritations et saignements. L'environnement déjà hostile l'est donc devenu encore plus, et ça a été encore pire quand les stocks d'eau potable ont commencé à diminuer. En 1941, le gouvernement local a déclaré l'état d'urgence et annoncé certaines mesures vis-à-vis de la consommation d'eau, et pas seulement pour les civils, mais aussi pour les entreprises de minage. Malgré toutes ces mesures et l'aide humanitaire fournie par l'UE, la quantité d'eau par habitant a fini par chuter bien en dessous du seuil critique, même en utilisant des collecteurs d'humidité et des épurateurs d'eau. Pour compenser, le gouvernement de Centauri 2 a voulu augmenter ses importations d'eau depuis d'autres planètes, sauf que les entreprises privées basées sur Centauri 2 ont eu la même idée. La demande a augmenté et les prix ont explosé. Sauf que contrairement aux entreprises privées, le gouvernement de Centauri 2 disposait d'un budget très serré, si bien que rapidement, les seuls à pouvoir se payer de l'eau sur Centauri 2 étaient les citoyens les plus aisés et les entreprises locales. De nombreux habitants se sont trouvés incapables de se procurer de l'eau, même quand les importations d'eau ont quadruplé. Désespéré, le gouvernement de Centauri 2 a fini par faire passer une loi interdisant la vente d'eau à des fins privées. Sauf que ça n'a pas eu l'effet escompté. Voyant qu'ils ne pouvaient plus faire autant de profit qu'avant, beaucoup de transporteurs ont arrêté le transport d'eau vers Centauri 2. Enfin arrêté, entendez par là le transport légal, car au final, tout le monde, fournisseurs et clients, se sont tournés vers le marché noir. Les autorités ont estimé qu'en 1947, un tiers de l'eau consommée sur Centauri 2 provenait de ce marché noir. Perquisition, arrestation, le gouvernement a tenté énormément de choses pour stopper la contrebande sans voir le bout du tunnel, au point de commencer à envisager une potentielle guerre civile avec une portion croissante de la population qui devenait hors la loi. Jusqu'à ce qu'une des perquisitions soit fructueuse et que la police parvienne à saisir 96 000 mètres cubes d'eau potable. Kira Anderson, la trafiquante arrêtée, réfute les charges dont on l'accuse et prétend que le gouvernement de Centauri 2 n'avait pas le droit de rendre illégale la vente d'eau dans un premier temps. Et beaucoup de ses concitoyens sont d'accord avec elle, si bien qu'un mouvement de soutien s'est formé et que toute cette histoire va certainement remonter jusqu'aux instances juridiques de l'Empire. Bref, c'était un bon lore post avec une bonne petite vibe The Expanse pour ce qui est de la problématique d'approvisionnement d'eau dans l'espace. C'est cool de les voir imaginer des enjeux aussi crédibles et complexes juste pour une planète. Mercredi, on a retrouvé Mark Abend pour un épisode de Bugsmatchers. Après avoir fait apparaître quelques cutlass et s'être téléporté à des millions de kilomètres de là, il est apparu que les données des cutlass étaient toujours mis à jour sur le PC de Mark, ce qui dégradait sévèrement les performances de son processeur. Le morceau de code chargé de mettre à jour les mouvements d'un vaisseau était paramétré avec une variable nommée Always Update, ce qui, vous l'aurez compris, fait que le mouvement d'un vaisseau est tout le temps mis à jour sur votre ordinateur. Il fallait remplacer cette variable par In Range Always Update, ce qui fait la même chose, mais seulement si le vaisseau en question est dans le champ de vision potentiel du joueur. Votre champ de vision potentiel, c'est tout ce qui est autour de vous, suffisamment près de vous, et que vous pouvez voir si jamais vous vous tournez dans le bon sens. Mais c'était pas fini et il a fallu aussi gérer deux événements. Arrêter de mettre à jour les données de mouvement d'un vaisseau quand il sort de votre champ de vision potentiel, et les remettre à jour quand il y re-rentre. Has gone on range, diggity do yay. Il a pu nous faire une petite démo juste après et selon lui, le framerate était déjà moins mauvais. Et pour finir, 7 heures après la publication de cette émission, un membre sur Reddit a créé un thread pour dire que dans le dernier build à destination des Evocati, ceux-ci auraient apparemment pu être une soixantaine sur le serveur, auraient fait apparaître une centaine de vaisseaux autour de Port-Olisar et auraient pu faire tout ça en bénéficiant de 30 FPS. Et c'était pas un fake car ça a été confirmé par Sean Tracy lors d'un live, par les changelogs des patchs Evocati qui ont fuité et par la newsletter en fin de semaine. L'émission Burndown de jeudi a été décomposée selon les différents sujets qui bloquent la sortie de la 3.0. Il reste 30 bugs concernant les mécaniques de shopping, mais on a eu qu'une toute petite entrevue rapide avec Steven Egan qui nous explique que les terminaux d'achat pour Levski et Olisar sont censés être bientôt finis. Au niveau des missions, il continue de travailler sur Ruto, le second PNJ qui donnera des missions, et encore et toujours sur les animations de Miles Eckhart. J'ai l'impression que ça fait 1 an et demi qu'on entend ça. Au niveau des vaisseaux, Chad McKinney explique que faire apparaître 2 vaisseaux sur Port-Olisar supprimait toutes les sources de lumière et empêchait tout le monde sur le serveur de bouger. Et il y a eu aussi un petit bug au niveau de la chaleur des vaisseaux qui n'était pas affiché correctement sur le HUD du cockpit. Pour les mécaniques de vol, Matthew Lightfoot nous explique qu'ils ont refait une passe sur l'équilibrage de 2 sujets au niveau du pilotage. D'abord au niveau des vitesses de vol, c'est-à-dire en croisière, en combat, en approche lente et en phase de boost. Ceux qui regrettaient les vitesses de combat de la version 2.4 seront ravis d'apprendre qu'elles sont revenues à ce niveau-là. Et ensuite, ils ont travaillé sur de meilleures transitions entre les phases d'accélération et de décélération, entre les différents modes de vol, entre le mode couplé et découplé, et entre les modes de vol spatiaux et atmosphériques. Concernant l'interface graphique, le développeur
le plus hollandais de CIG nous a expliqué qu'il a travaillé sur un système visant à intégrer la star map et le radar dans un seul et même composant du cockpit, afin qu'ils puissent se superposer et que vous puissiez passer de l'un à l'autre, notamment en fonction du niveau de zoom. Pour l'émission, je pense que les Evocati y ont déjà accès, car selon les dires d'Hugo Silva, ils ont reçu pas mal de feedback. Ils nous présentent l'interface de gestion des missions comme s'il y avait beaucoup de nouveaux éléments, mais à part le temps restant avant qu'une mission devienne inaccessible, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de gros changements. L'émission a ensuite parlé de l'évolution de leur système de saut quantique. Ça a été beaucoup de blabla et de paraphrases, donc ça va pas être trop long à résumer. La version de base du système de saut quantique était plutôt basique. Une destination, une vitesse définie, atteinte en un laps de temps défini, et c'est tout. Mais Chris Roberts voulait que ce système permette d'en faire un peu plus, notamment dû au fait que des sauts quantiques seraient nécessaires sur des distances plutôt courtes, comme un saut d'une planète à sa lune. Le second système qu'ils ont imaginé était binaire. En dessous d'une certaine distance, le saut était considéré comme court et était effectué à une vitesse plutôt lente, et au-dessus, il était considéré comme grand et était effectué à une vitesse plutôt rapide. Et le problème, c'est qu'il suffisait de quelques milliers de kilomètres de différence entre deux destinations pour qu'un saut soit considéré comme l'un ou l'autre, et donc il suffisait de pas grand chose pour qu'un saut soit effectué lentement ou rapidement. Et donc ils sont partis sur un nouveau système. Au début d'un saut, le vaisseau va passer de sa vitesse classique à sa vitesse de post-combustion, puis accélérer progressivement jusqu'à la vitesse maximale qui lui sera permise d'atteindre vu la distance à parcourir, et en prévision de la décélération avant le point d'arrivée. Donc on devrait plus avoir de... Comme ça, vitesse lumière? Tiens, vas-y, vitesse lumière. Non. Non, parce que là, le type à l'intérieur du cockpit, il passe directement du compte à rebours à l'état gazeux. Ce nouveau système leur permettra également d'adapter les différents effets visuels en fonction de l'étape du saut et de la vitesse, comme mettre ou non l'effet de tunnel, le cône à l'avant du vaisseau, le bang à la sortie, etc. Il devrait y avoir des traînées de différentes couleurs selon les vaisseaux. Le Mustang et le Freelancer, par exemple, auront des traînées bleutées, là où le M50 aura plutôt des traînées jaune-orange. Ça sera peut-être un moyen de supposer après quel type de vaisseau on court durant une track. Et pour finir, tout ça leur a pris énormément de temps car la formule mathématique derrière tout ça est extrêmement complexe, autant à écrire qu'à implémenter en jeu, surtout que tout ça doit marcher aussi bien en solo, qu'en multi, qu'en cinématique, et probablement réagir correctement en cas de sortie volontaire du saut ou en cas d'interception. Le live de vendredi est revenu sur la création d'outposts sur les planètes en montrant les différentes étapes du processus. On les a vus aller d'un modèle d'outpost vide jusqu'à un outpost complet avec l'ajout d'équipements internes et externes. Les deux designers qui présentaient l'émission nous ont précisé qu'il y aura en moyenne 50 outposts par lune sur la 3.0, avec parfois plusieurs d'entre eux au même endroit. Si certains outposts appartiendront à des entreprises et auront l'identité visuelle de l'entreprise à laquelle ils appartiennent, d'autres appartiendront à des PNJ ou à des joueurs et auront une identité visuelle beaucoup plus neutre, comme on le voit dans la vidéo. Tout ce que vous voyez à l'extérieur d'un outpost ne sera pas là pour faire joli, ça sera vraiment nécessaire pour faire fonctionner l'intérieur d'un outpost, à tel point que vous pourrez deviner ce que contient un outpost et son rôle en regardant ses équipements externes, ce qui pourra être utile pour préparer un assaut. D'ailleurs, pendant ceci, les outposts seront affectés par les grenades EMP. On a aussi vu pour la première fois dans cette émission l'intégration d'un composant à un autre avec une batterie replacée dans son armoire afin de remettre le courant dans un outpost. Et le petit bonus en fin d'émission, ça a été ça. Chris, can we show truck stops? Say nothing if it's okay. Et oui, on n'a pas pu le voir à la CitizenCon car le travail est clairement pas fini, mais ils nous ont montré l'intérieur des truck stops. Ça ressemble beaucoup à Port-au-Lissard, mais comme on a pu le voir à la CitizenCon, ces stations spatiales ne seront pas construites une par une à la main, mais avec des outils de génération procédurale. La newsletter de fin de semaine nous a appris que la prochaine vente de vaisseaux aura lieu le 24 novembre et mettra en vente ce nouveau vaisseau qui ressemble effectivement pas mal au Milano des Gardiens de la Galaxie. Cela marquera également le début des ventes de fin d'année qui se dérouleront jusqu'au 4 décembre. Enfin, le planning a été mis à jour. Depuis la semaine dernière, il est décomposé en 6 catégories: shopping, mission, vaisseau, mécanique de vol, mobiglass et performance. On ne voit plus la progression de semaine en semaine, donc j'ai bricolé ça et je le mettrai à jour dans chaque vidéo. Pour l'instant, clairement, la progression est pas fulgurante. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à samedi prochain pour un récap de la semaine et d'ici là, portez-vous bien citoyens.